Bon après-midi à tous. Ça fait plaisir de vous avoir dans la salle. Alors, on va venir, pendant les 45 prochaines minutes, vous parler d'un cas fictif, mais quand même des cas qui nous arrivent fréquemment. Je vais me présenter, Stéphane Drolet, je suis l'associé leader de jury comptabilité chez KPMG pour le Québec, mais également au Canada. Donc, ce type d'enquête de corruption à l'étranger, j'en ai fait plusieurs, ou j'en fais encore plusieurs. Et avec soit des équipes canadiennes ou également des équipes un peu partout à travers le monde. Donc, on va vous partager notre expérience, moi puis Milos. Alors, je vais laisser la parole à Milos de se présenter en premier. Merci Stéphane. Miloš Paručiski, je suis associé au cabinet Bennett Jones à Toronto, mais on est cabinet national. Et ça fait presque 20 ans depuis que je fais des enquêtes sur la corruption. Enfin, la première qui a été faite au Canada en 89, entre 99 et 99 et 2001 avec la Banque mondiale, la compagnie Akers. Depuis ce temps-là, j'ai travaillé sur le dossier plusieurs Griffiths Energy, Nyco Resources, pas Nyco, je veux dire Griffiths Energy, Nordion, SNC-Lavalin, où je ne représente pas SNC-Lavalin, je représente une autre société beaucoup plus grande qui l'a poussé, comme on dit en anglais, push them under the wheels, quand j'ai fait une déviation volontaire à la GRC sur un de leurs dossiers. Puis, enfin, je m'entends très bien avec les gens de SNC-Lavalin. Il y a eu un changement énorme. Mais donc, je suis impliqué dans plusieurs, mais pas seulement dans les affaires. On va parler des enquêtes de la corruption, mais enfin, les enquêtes dans les infractions d'une sorte ou d'une autre des sociétés sont plus ou moins suivent les mêmes étapes généralement. Et donc, Stéphane et moi, cette année, on a travaillé sur une enquête concernant les sanctions économiques vis-à-vis de l'Iran, la réglementation des permis de l'exportation, etc. Donc, c'est tout un peu dans la même gamme. Ici, ça va être le cas qu'on va discuter, ça va être un cas de corruption, mais pensez un peu plus largement dans les affaires internationales. Les défis, que ce soit dans des complots de price fixing ou les trucages d'offres à l'international, les marchés publics à l'international, les défis sont plus ou moins les mêmes. Donc, on va passer à travers de ces étapes et des défis. Merci, Milos. Effectivement, que ce soit une enquête de corruption, que ce soit une enquête de trade sanction, peu importe la nature de la réglementation, ça revient souvent aux mêmes problématiques qu'on fait face. Donc, on va débuter avec une étude d'un cas fictif, mais on a évidemment mis plein de choses dans le cas pour pouvoir en débattre de plusieurs éléments. Donc, je vais vous la présenter. On parle d'une société canadienne publique ayant des opérations au Brésil et détenant des opérations aussi aux États-Unis, dont de l'endettement américain. Donc, on parle d'une entreprise qui a de l'endettement américain et aussi des opérations aux États-Unis. On reçoit une allégation par un lanceur d'alerte que des employés spécifiques de la société au Brésil auraient payé des pots de vin à des représentants gouvernementaux au Brésil pour obtenir des informations privilégiées et gagner des contrats importants du gouvernement brésilien. Le tout se serait déroulé sur une période d'environ 5 ans. L'information disponible sur ce dossier serait sous forme papier et électronique, incluant des milliers de courriels. Les ordinateurs des employés visés sont des portables et appartiennent à la société. Les téléphones cellulaires appartiennent cependant aux employés spécifiques. Donc, on parle ici d'une distinction au niveau de ce qu'on appelle souvent dans notre langage « bring your own device », donc des employés qui amènent leurs propres outils de travail. Les bandes de sauvegarde, des courriels et des autres documents pertinents se retrouvent tant au Canada qu'au Brésil. Certains des employés visés ou au courant de la situation ne sont plus à l'emploi de la société brésilienne. Donc ça vous donne une idée du topo. Et là, ce qu'on va faire, Miloš et moi, c'est échanger sur les questions suivantes. Quelles sont les expertises requises pour effectuer une telle enquête? Quelles sont les grandes étapes? Qui les font? Quels sont les défis légaux? Et quels sont les autres défis? Miloš. Okay. Merci Stéphane. Alors, ces enquêtes-là, d'habitude, commencent avec un appel. Des fois, c'est un appel vers le jury comptable parce que la compagnie a des relations régulières, quotidiennes avec le jury comptable. Des fois, ça va être un appel directement à l'avocat. Ça peut être la société, le cabinet qui représente la compagnie plus généralement. Dépendant de l'envergure du problème, ça peut être risqué parce que les avocats qui représentent la société dans leur day-to-day legal business, leurs affaires quotidiennes, peuvent aussi être impliqués dans les affaires en question. Donc, en principe, c'est plus prudent d'engager un cabinet indépendant, c'est-à-dire un cabinet qui peut-être est engagé de temps en temps par la compagnie, mais généralement à une certaine distance par rapport à la société qui
qui prépare la documentation, les contrats, les appels d'offres, etc., pour tout ou quasi la totalité des affaires de la compagnie. Là, on a un conflit potentiel dans le sens que si moi, comme l'avocat, je trouve des malfaçons du PDG de mon client, je vous assure que j'aurais un associé qui serait un peu inquiet que je poursuive ces enquêtes vis-à-vis de cette personne-là. Donc, on cherche une certaine indépendance. Ce n'est pas une distinction étanche, mais c'est ce qu'on fait. Donc, d'habitude, le premier appel, ça va être même si c'est avec le jury comptable, l'avocat sera engagé immédiatement parce que c'est seulement si l'enquête tombe sous la direction de l'avocat qu'on protège la confidentialité, pas la confidentialité tellement, plutôt le privilège, le secret professionnel de l'enquête. Donc, ce qui se passe, éventuellement, qui que ce soit qui reçoit le premier appel, Stéphane va dire, parle à ton avocat, engage ton avocat, et moi, comme avocat, j'engage Stéphane. Ça fonctionne comme ça. Stéphane? Oui, c'est un point important. Il y a aussi l'élément important, je pense, c'est également vrai pour le jury comptable. Donc, souvent, on ne va pas faire affaire avec le comptable qui s'occupe de l'audit externe de la compagnie, parce que si, effectivement, il y avait des cas de malversation, la première question qui va être posée, c'est où était le vérificateur externe? Est-ce qu'il aurait dû voir des choses, etc.? Donc, il y a tout le temps une question d'indépendance, de prendre une firme, de prendre des firmes, un bureau d'avocat, un bureau de jury comptable ou tout autre expert, indépendant de l'entreprise, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit, parce qu'il pourrait ressortir des conflits à un moment donné durant l'enquête, et ça, on ne le sait pas. Tant qu'on n'a pas fait l'enquête, on ne peut pas savoir qui va être impliqué ou non. Donc, effectivement, le premier réflexe qu'on a, ça arrive souvent que c'est nous qui sommes appelés parce qu'on pense que c'est une allégation de nature financière. Et la première question qu'on va poser, fraude, malversation, mauvaise conduite, pot de vin. La première question qu'on va poser, c'est est-ce que vous avez un bureau d'avocat? Et si vous n'en avez pas, est-ce qu'on peut leur donner des noms parce que ça prend des gens qui sont habitués à faire ce genre de dossier-là. Comme des jurys comptables, techniquement, un comptable pourrait faire le travail, mais ça prend quelqu'un qui a une expertise d'avoir déjà fait. Et les premières étapes sont cruciales parce qu'on pourrait contaminer la preuve si on ne le fait pas correctement. Milos? Oui, ben voilà. Alors, éventuellement, que ce soit Stéphane ou moi qui reçoit l'appel, ma question et la question éventuellement qu'on va poser, c'est qui sera l'équipe? Au départ, on connaît un peu les grandes lignes. Le client nous a raconté l'histoire que Stéphane vient de raconter. Alors, je me demande, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, d'abord, on a besoin des avocats. Par définition, une affaire internationale implique les lois d'au moins 2 pays. Dans ce cas-là, la compagnie canadienne, détient ce qu'on appelle des ADRs. Je me souviens, something accredited. C'est de l'endettement. Des valeurs mobilières américaines. Donc, c'est assujetti au Foreign Corrupt Practices Act américain. Donc, il y aura peut-être une implication de droit américain, même si aucun des gestes qui comprend l'infraction ont eu lieu aux États-Unis. C'est le simple fait que la compagnie est un issuer à des valeurs mobilières américaines qui les soumet à la compétence, la juridiction du SEC Securities Exchange Commission et le département de justice américaine, qui n'hésitent pas à imposer leurs compétences, leur juridiction dans des affaires qui n'impliquent aucunement les États-Unis, sauf le fait que la compagnie est active dans les marchés capitaux des Américains. Donc, les questions de compétences dans plusieurs juridictions. Évidemment, on a besoin des enquêteurs. Donc, quand je parle d'enquêteurs de quoi? Je parle d'abord ces questions de paiement. Donc, j'ai besoin des jurys comptables, absolument. Comprendre un peu, it's a follow the money. C'est suivre la paperasse. Et les jurys comptables sont les mieux. Mais j'aurais peut-être besoin, évidemment, parce qu'on a des ordinateurs aujourd'hui, on ne fait pas d'enquête sans avoir des capacités d'informatique pour faire des recherches même les données financières sont sur le système ERP. Donc, on a tout ça. Et ensuite, on a peut-être besoin des gens qui font la surveillance. On a besoin de toutes sortes de... Donc, si c'est dans une affaire si c'est un contrat en génie, je veux comprendre l'aspect technique du contrat pour pouvoir faire les enquêtes comme il faut. Donc, des fois, ça va me prendre un ingénieur. Ou une des enquêtes que j'ai faites, c'était dans cette affaire nucléaire, disons. Donc, on avait besoin des chimistes dans ce cas-là. Donc, il faut déterminer, on ne sait pas toujours au départ, et on va préparer une équipe. Ça ne veut pas dire qu'on engage l'équipe au départ, mais il faut au moins déterminer l'envergure de l'équipe. Stéphane?
Oui, effectivement, c'est important. Donc, l'aspect technologique est important. On a parlé de jury comptable, ça me prend des spécialistes en technologie. Parce que un des premiers, vous l'avez vu tantôt, je vais présenter, il y a beaucoup de données qui sont électroniques. Donc, on a les données électroniques à les capturer, les ordinateurs, faire des copies miroirs, des serveurs de courriel. Évidemment, il va y avoir un débat légal à savoir si on peut y accéder ou non, dépendamment d'un pays ou non. Et là, je vais revenir là-dessus tantôt. Mais clairement, on a besoin des spécialistes pour faire les copies miroirs correctement. Parce que même si des gens de TI peuvent faire des copies miroirs, souvent, ils vont faire des erreurs en faisant des copies miroirs, vont manipuler un peu la preuve. C'est important de bien faire les copies parce que c'est une preuve qui pourrait se ramasser soit au niveau criminel, soit au niveau civil dans des recours. Donc, c'est important que les copies soient faites correctement avec des gens qui sont habitués de le faire. Parce que ça, c'est souvent une problématique. Ouais, laissez-moi, d'accord. Sur cette question-là, le client, quand on commence une enquête, les enquêtes de ce genre-là coûtent énormément. Ceux qui m'ont entendu parler ce matin, c'est plusieurs fois, beaucoup, d'habitude c'est beaucoup plus grand que la valeur du business qui est en question. Donc, et Pat Potvin avait mentionné que l'affaire de Siemens, l'amende, je pense qu'il a dit que c'était 1,3 milliard. 1,6 milliard. 1,6 milliard. 1,3. Et les dépenses juridiques, c'était entre 3 et 4 milliards. Donc, pensez-y. Dans une des affaires que j'ai fait ici, les dépenses juridiques pour les jurys comptables de l'avocat, pour un pot de vin d'environ 175 000 $, les dépenses juridiques et jurys comptables étaient plus que dans les envergures entre 25 et 30 millions de dollars. Donc, ce sont des frais énormes. Et pour justifier, les clients vont souvent dire, ben, on n'a pas besoin de jury comptable, on a des gens ici qui vont chercher les données directement, qui vont vous donner les données, qui vont trouver tous les emails, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, enfin, les données, on doit avoir confiance que les données n'ont pas été manipulées et sont complètes. Donc, les compétences que quelqu'un et les gens informatiques et les jurys comptables peuvent apporter, c'est justement pour savoir si les données sont sécuritaires. C'est un bon point parce que, dans le fond, un des éléments importants, c'est de démontrer est-ce que l'allégation, si tout est fait à l'interne, il y a tout le temps un risque que, on essaie de camoufler des choses à l'interne. Donc, l'importance d'avoir l'intégralité, s'assurer que l'intégralité des données électroniques soit connue, qu'on ait l'intégralité de tous les serveurs possibles pour les individus qui sont touchés, qui sont visés. Alors, au début, on ne sait pas vraiment qui sont les personnes visées. Il faut rapidement déterminer le nombre de personnes, quelles sont les personnes, faire des copies. Évidemment, il faut régler le problème de est-ce qu'on peut faire des copies dans tel pays. Dans certains pays, on doit avoir le consentement des individus. Dans certains pays, on n'a pas besoin de consentement parce qu'on a une allégation qui est sérieuse. Est-ce que c'est des ordinateurs de la compagnie? Est-ce que ce sont des ordinateurs qui appartiennent aux individus? Tout ça, c'est des éléments qu'il faut discuter en équipe avec les avocats. Ça, c'est hyper important. Je rajouterais un autre élément important, c'est qu'ici, on parle dans un pays où, évidemment, on a une question de langue. Alors, il faut trouver aussi des gens qui vont pouvoir lire les courriels dans la langue du pays. Et donc, ça, c'est une chose hyper importante. Il faut trouver les bonnes personnes pour faire le travail. Et rapidement. Et ça va évoluer avec le temps, parce que plus on avance l'enquête, peut-être qu'on va s'apercevoir, comme Milos l'a dit, on a besoin d'un chimiste, on a besoin d'un ingénieur, et donc il faut les trouver les gens rapidement. Alors maintenant, on a parlé un peu de l'établissement de l'équipe. Maintenant, on entre dans le dossier lui-même. Au départ, parce qu'on est seulement au départ, on ne connaît pas les faits, on connaît les grandes lignes, des allégations qui sont seulement des allégations à ce moment-là. Alors au départ, il faut préparer un plan d'action. Le plan d'action va comprendre plusieurs choses. D'abord, qui est impliqué? Aujourd'hui, on sait que tel et tel employé au Brésil, ils font rapport, bien, c'est le responsable au Canada, il y a un gestionnaire au Canada qui est le directeur des marchés, je ne sais pas quoi, qui lui fait rapport à un vice-président au Canada, peut-être aux États-Unis, peut-être ailleurs. Donc, on prépare d'abord l'inventaire des gens qui sont directement impliqués. Quand je dis impliqués, ils sont impliqués dans le contrat. Ça ne veut pas dire qu'ils sont impliqués par des contraventions. Exact. Mais on sait qui a des relations, qui est en contact avec le gouvernement en question, qui est impliqué par le contrat. D'abord, on prépare ça, et ensuite la gestion, et ça monte. On commence de ce côté-là. Et ensuite, là, dès qu'on a tout ça, on fait l'inventaire des données. Des données, des mobiles, de tout, où on peut trouver l'information. Oui, alors ça, c'est la clé. Donc, comme Milos l'a dit, souvent, on établit les individus, donc déterminer quels sont les gens qui pourraient avoir de l'information.
Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est aussi, c'est souvent une place où on va aller chercher l'information, c'est les assistantes administratives des dirigeants aussi. Parce que souvent, si les dirigeants impliqués, on va aller chercher l'information également sur les assistantes sur les serveurs des assistantes administratives, parce que souvent, c'est eux qui ont l'information. Et donc, il faut aller chercher aussi les serveurs de courriel. Donc, copie des ordinateurs, mais également les serveurs de courriel. Il y a des politiques de rétention dans certaines entreprises que les politiques de rétention sont plus courtes, quoique maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises gardent des politiques de rétention plus longues. On va chercher toute l'information. Donc, la clé, c'est de trouver tous les gens a priori, et ça peut évoluer avec le temps. Il peut y avoir d'autres personnes qui vont se rajouter par la suite. Une fois qu'on a capturé les données électroniquement de façon correcte, évidemment, on va avoir une panoplie de documents qui vont être en duplicata. C'est clair. On va avoir des courriels qui peuvent avoir une série de courriels où il y a 5, 6 ou 6 ou 7 personnes qui ont les mêmes courriels. Donc, ce qu'on appelle, on fait un nettoyage où on fait ce qu'on enlève les courriels de duplicata pour s'assurer qu'on garde juste les courriels. On ne veut pas leur lire 25 fois le même courriel. Donc, passons d'abord, même avant, on a sauté une étape importante avant qu'on a... C'est une fois qu'on a préparé l'inventaire du personnel qui peut être impliqué. Là, il faut établir un peu un système pour gérer l'enquête. Donc, need to know. C'est qui va mener l'enquête? Est-ce que ça va être la gestion? Est-ce que ça va être le conseil d'administration, le comité de vérification ou un comité spécial qui sera nommé des administrateurs indépendants? Donc, c'est tout quelle façon on va procéder, c'est une question de contexte, toujours. Quelque chose qui est isolé complètement dans une filiale à l'étranger, où le risque que ça soit mené ou dirigé par le siège social est moindre, pourrait être mené par la gestion, avec un rapport direct ou indirect au board, au CA. Mais si c'est quelque chose qui, au départ, c'est un contrat qui a été approuvé, où le PDG était, ou le vice-président exécutif de la société est impliqué directement, là, on ne peut pas laisser ça à la gestion au cadre. Là, il faut aller directement au board. C'est une question d'indépendance. Voilà, c'est une question d'indépendance. Donc, c'est d'abord cette idée, on a sauté malheureusement, j'aurais pu parler de ça au départ. Et deuxièmement, une fois qu'on a déterminé qui mène l'enquête, qui va diriger les avocats et les professionnels, il faut déterminer le personnel qui sera dans l'attente, the need to know list. Donc là, c'est très important pour les simples raisons, si on commence à divulguer trop tôt, et ça va être fait très rapidement. L'enquête ne va pas être confidentielle pour très long. Ça va être très rapide. Donc, une fois qu'on a déterminé le personnel impliqué, en anglais, on dit custodians. En français, c'est une expression en français? Les gens qui ont besoin d'être, je dirais, les custodians, on utilise le terme en français. Du bon franglais. Alors, on détermine les custodians, les gens qui sont sous l'enquête. On va faire la collecte des données. Et ensuite, on envoie ce qu'on appelle un document hold. Donc, c'est une directive de l'avocat général, en principe, l'avocat conseil de la société, qui dirige toutes ces personnes-là dans la liste, pas nécessairement tout le personnel, donc ça peut arriver, effectivement, préserver toute documentation. Et là, ça peut être que les avocats sont là ou les jurys. D'habitude, c'est une équipe. Oui. C'est des jurys comptables, des avocats, on arrive au bureau et on commence à faire la préservation, on collecte les données. Et comme vous comprenez, c'est difficile à maintenir la confidentialité d'une procédure de ce genre-là. Donc, des fois, on le fait par la nuit. Des fois, on le fait sans la connaissance de l'employé. Des fois, on le fait avec la connaissance de l'employé. Mais on ne veut pas, effectivement, bouleverser tout le business et commencer les gens à se pointer les doigts un peu partout. Donc, c'est essentiel. Mais cette collection de données confidentielles est très importante. Je voulais juste ajouter un point sur la collecte avant de faire la déduplication. Oui. Les clients ont toujours peur, comme j'ai dit au départ, les dépenses. Ça va combien ça va coûter? Ben, on ne sait pas. C'est le début. C'est justement, c'est une enquête. On ne connaît pas la fin, la conclusion. Mais faire la collection au départ des données électroniques est essentiel. Même si on ne fait pas le processing, la déduplication, on peut attendre. Donc, on détermine une gamme de personnel qui sont sous enquête au départ, qui peut être beaucoup plus large de ce qu'on a besoin. Et on commence avec un groupe plus limité. Mais il faut préserver les données avant. Sinon, on risque de perdre. Oui, c'est un excellent point. Souvent, on va ratisser plus large. Les personnes en se disant, bien, tous ces gens-là, on devrait les mettre parce qu'ils pourraient être des personnes d'intérêt, mais ça ne veut pas dire qu'au début, on les regarde toutes ces données-là. On les met de côté, on les met en sécurité. La clé, c'est de sécuriser les données.
Parce qu'il y a toujours un risque que des données pourraient être détruites, peu importe. Puis, évidemment, on peut toujours retrouver des données, mais c'est plus compliqué des fois quand les données sont détruites. Donc ici, dans ce cas-ci, la problématique qu'on a, c'est oui, on a des données au Canada, on a des données au Brésil, on a des données dans des courriels, et on a des données sur des bandes de sauvegarde. Parce que j'ai parlé tantôt des bandes de sauvegarde qui peuvent... Et on ne sait pas c'est combien d'années. Donc, s'il faut retourner en arrière, les bandes de sauvegarde de 5 ans, il faut les mettre, il faut les sécuriser, les bandes de sauvegarde. On va avoir d'autres problématiques par la suite, parce que souvent, dans les bandes de sauvegarde, la problématique qu'on a maintenant, c'est que les choses évoluent tellement rapidement que la bande de sauvegarde, il y a 5 ans, était faite sur un logiciel XYZ ou un équipement XY qui n'est plus disponible. Il n'est plus disponible aujourd'hui. Donc, il faut trouver pour ramener les bandes de sauvegarde. Mais ça, c'est tout le temps, on sécurise en premier la documentation, et par la suite, on fait quoi par la suite? Les documents papier, la même chose. On doit sécuriser les documents papier de la même façon que les documents électroniques. Première chose qu'on va faire, c'est probablement tous les scanner, les documents. Donc, faire un scanning de tous les documents, faire ce qu'on appelle du OCRing, donc l'optimisation de caractère pour bien les voir et les garder encore là. Donc, on va essayer de tout mettre sur une façon électronique. Puis par la suite, être en mesure de colliger toute l'information dans une même place. Mais non, je ne veux pas sauter directement pour en parler, mais ça vaut la peine de mentionner déjà à ce point où on est en train de faire la collecte des données, quelles seront peut-être les conclusions? Parce qu'il faut parler déjà au début de si on trouve la malfaisance, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on fait une divulgation volontaire? On ne fait pas une divulgation volontaire. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Peut-être quelqu'un d'autre va en parler dans une autre session. Si vous voulez poser des questions, s'il vous plaît, je peux expliquer un peu, mais on n'est pas là encore. Donc, il faut penser quelles sont les conclusions potentielles. Une autre serait peut-être, on ne fait pas de divulgation volontaire, mais quelques mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, la GRC frappe à la porte, et avec un mandat de perquisition. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Ça peut être la bonne conclusion à l'enquête, parce que, maintenant je saute un peu avant, si il n'y a pas d'obligation en droit canadien ou en droit américain ou en plusieurs droits, il y a des fois, ici avec l'AMF, ouais, la divulgation peut être un peu compliquée. Ils cherchent la divulgation, ils prennent ça contre vous si vous l'avez pas fait. C'est pas fait, mais franchement, c'est un peu ridicule, mais là, laissons de côté pour le moment. Avec la GRC, les agences américaines, brésiliennes, la majorité, il n'y a pas d'obligation de divulgation volontaire. Mais si on ne le fait pas, il est absolument essentiel que d'abord la compagnie fasse une enquête complète, et une enquête avec intégrité, qui est fiable. Deuxièmement, ce qu'on parlait de la chaîne de continuité. Il faut faire les copies des emails, les copies des données électroniques et faire la collecte des données en papier d'une façon où on peut donner le témoignage devant un tribunal éventuellement et pour pouvoir convaincre la GRC et les autorités dans tous les autres pays que l'enquête a été faite en bonne et due forme. Et donc, les preuves qu'on présente, soit dans une divulgation ou suite à une enquête de la GRC ou d'une autre agence, que les documents qu'on saisit et qu'on donne aux autorités sont des documents véritables, vérifiés. Donc, c'est important qu'on prenne ces étapes et qu'on pense en avant de qu'est-ce qu'on va faire avec. Et quand le client dit, ben écoute, ça va coûter du temps, ça va coûter beaucoup. Elle dit, oui, ça va coûter, mais on fait ça en étapes. One step at a time. Et c'est bien important de bien documenter ce qu'on va faire. Donc, chacune des étapes de collecte électronique, les gens sont habitués c'est comme si on allait à la cour au niveau criminel, au niveau civil, expliquer comment la collecte a été faite. Est-ce que la collecte, elle est intégrale et complète? La même chose au niveau des documents. Les documents papier, souvent les documents papier, on va les laisser en lieu sûr, souvent avec les avocats qui vont les garder. Et nous, on va travailler avec les copies électroniques parce que c'est comme ça qu'on va travailler par la suite. On met les documents sûrs tout de suite dès le départ. L'élément qu'on n'a pas parlé tantôt, Miloš, c'est éventuellement, il va falloir qu'on lise des courriels, qu'on regarde des courriels. Donc, la question, ça va être quelle va être l'équipe de revision de courriels? Parce qu'il y a souvent une tendance d'être trop de personnes à regarder des courriels. Le danger de trop de personnes qui regardent des courriels, c'est qu'on est des êtres humains et on peut interpréter un courriel d'une certaine façon versus un autre. moi, j'ai tendance, et Miloš, je pense, est même d'accord avec moi, de limiter l'équipe de révision, que ce soit une équipe qui est au moins cohérente, qui va faire de la même façon. On doit également tenir compte qu'on pourrait également utiliser des outils technologiques pour faire la première passe de revue de courriel. Parce que des fois, la revue de courriel, ça peut être par des dates, des liens entre les gens, ça peut être des mots-clés, mais ça peut être également en utilisant des outils électroniques qui nous permettent d'identifier des situations ou des sujets, ce qu'on appelle du concept clustering. Les gens parlent entre eux d'un sujet. Si les gens se parlent d'un code, qu'on ne connaît pas le nom du code, mais on utilise l'outil technologique qui va nous dire ces 3 personnes-là se parlent avec un code X, Y, Z,
puis on va aller voir si ça vaut la peine d'aller regarder la documentation. Donc, c'est un mélange de revues, je dirais, manuelles standard, mais également, ça peut être une revue électronique. Éventuellement, il faut avoir des yeux d'un être humain qui va regarder les documents. Mais comme dit Stéphane, on veut qu'on commence avec des millions d'emails, de courriels, de documents, et il faut déterminer quels sont pertinents. Donc, historiquement, ce qu'on faisait, on faisait des listes de mots-clés. Et ça coûtait très cher. Comme je dis, le processing, la préparation des données, la déduplication des données, parce qu'on a centaines de copies de la même email, etc. Donc, c'est ça qui coûte le plus dans l'informatique. La collecte des données, même des milliards de documents, c'est pas cher du tout. Mais c'est le processing, la structuration des données pour pouvoir faire les comparaisons, etc., qui coûte. Donc, on commence un peu d'une façon, comme je dis, on fait ça par étapes. Deuxièmement, la détermination qu'on fait par rapport au quel document on va regarder, comme disait Stéphane, aujourd'hui, et j'ai eu cette expérience il y a 2 ans et demi, où on a fait une révision traditionnelle. On avait des mots-clés et on a mis des comptables, des avocats. On a commencé avec des jeunes first level, second level. Donc, ça fonctionne un peu de ce genre-là. Peut-être tu peux parler parce que je vais intervenir avec mon histoire. Oui. Alors, bon, en fait, souvent, on va dire, bon, quel genre, on appelle ça les premières passes, deuxième passes, etc., de revue. Mais il faut tout le temps faire attention à qu'est-ce qu'on utilise comme outil, quels sont les gens, puis bien les former. Les mots-clés, le problème des mots-clés, c'est si on en a trop de mots-clés, mais dans le fond, finalement, on regarde beaucoup de courriels, qu'on n'est peut-être pas obligé on regarde trop de courriels. Et des fois, le mot-clé, il est tellement général que finalement, on ramasse trop de monde. Et c'est un processus qui est dynamique. Parce qu'on on voit dans ce qu'on a fait il y a quelques mois, on emploie un mot-clé qui nous semble essentiel. Tout d'un coup, on voit qu'il y a 45 000 documents avec ce mot-clé. C'est certes qu'ils ne sont pas pertinents. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire cet univers? Donc, on raffine. Donc, on peut avoir 2 mots-clés. On peut dire tel mot-clé entre tel individu et tel individu. Mais on sert beaucoup de plus en plus des outils technologiques qui nous permettent de réduire le volume. Le but, c'est de réduire un volume qui est lisible rapidement. Parce qu'on ne veut pas passer 6 mois à regarder des courriels, on veut le faire rapidement. Et donc, il faut aller à l'essentiel. Et ça, la façon de le faire, c'est un travail d'équipe. Il faut absolument qu'on travaille ensemble pour déterminer quelles sont la façon la plus simple de le faire. Plus on va savoir précisément l'allégation, le plus précis possible, le mieux on va être. Alors, les coûts de faire le processing, c'est quoi en français le processing? Le traitement. Le traitement, voilà, le traitement des données. Mais le coût aussi, avoir des jeunes avocats, des jeunes comptables, même à des tarifs réduits qu'on négocie de temps en temps, regarder, mettre les yeux sur chaque document, peut être énorme. Donc, ce qu'on cherche, des fois, le client dit, est-ce qu'il y a une façon plus efficace? Oui, évidemment, on cherche l'efficacité. L'autre côté, cette efficacité peut elle-même produire des problèmes. L'histoire que je voulais raconter, il y a quelques années, on avait fait une enquête où, un peu comme notre dossier, le problème est survécu dans ce qu'on appelle le closing period, entre la signature de l'offre d'achat, l'acquisition de la compagnie par une compagnie américaine et la clôture de l'entente. Donc, tout d'un coup, dans le due diligence, l'acheteur trouve « Ah, tiens, c'est quoi ça? » Il regarde un peu plus près, c'est pas du tout propre. Et c'est là qu'on était engagé comme avocat indépendant pour la compagnie qui se faisait vendre. Et on a fait l'enquête, et ensuite on a fait une divulgation volontaire la veille du closing, et l'acheteur nous a engagés, nous a continué comme leur avocat pour faire suivi. Donc il y avait une continuité, parce qu'on était suffisamment indépendant du vendeur, ainsi, et on était engagé avec l'approbation de l'acheteur. Donc, on est dans l'enquête, et ensuite, dans les 2 ans et demi que ça a pris à régler avec les autorités, on avait cette continuité. Mais le problème, ce qui était très intéressant, ce que je voulais dire, là, il y avait une urgence de faire, on n'a pas pu compléter dans les 3 mois entre la signature de l'entente et le closing. Donc, il fallait attendre. Mais même quand même, il y avait une pression, on fait ça rapidement. Il faut faire ça rapidement, il faut faire ça rapidement. Donc, on cherchait l'efficacité. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a manqué 3 documents essentiels. Ils étaient dans le système, mais parce qu'on a réduit trop, c'est certes que quelqu'un les a vus, mais ils ne les ont pas identifiés suffisamment. Donc, on dit on veut éviter la duplication,
Mais si on évite la duplication, on a le problème d'erreur humaine. Voilà. Donc, la façon que cette enquête se déroule, c'est pour ça que je dis c'est toujours une question itérative. Il faut aller en travail d'équipe, il faut vérifier notre travail même et vérifier le travail de nos collègues, et on fait ça en équipe. Les risques d'avoir un problème, effectivement, le fait qu'il y avait 3 emails qui avaient été manqués, si ce n'était pas pour ces 3 emails, l'affaire aurait été complétée à l'intérieur de 6 mois après la divulgation. En effet, ça a pris 3 ou 4 ans, 3 ans. Et pendant ce temps-là, il y avait une indemnité de, disons, des dizaines de millions de dollars qui étaient versés dans un escrow, qui était pas, ça a pris 3 ans et demi pour libérer des dizaines de millions de dollars. Donc, ça peut avoir des coûts de ne pas faire une enquête. Je veux dire, l'enquête a été très bien faite et la conclusion était excellente. Il n'y a pas eu d'amende, il n'y avait rien. Mais ça a pris beaucoup plus longtemps parce que le client cherchait des efficacités, des réductions de frais à la court terme avec des implications plus importantes à la distance. Donc, d'où l'importance dès le début de savoir c'est qui les gens qui peuvent être impliqués, mais clairement, le début, la collection, juste de faire des copies miroirs, ça, c'est un coût qu'il ne faut pas essayer d'éliminer parce qu'il faut le faire dès le début, il est trop tard par la suite. Donc, ça, c'est clair qu'il faut les faire rapidement. De faire évoluer les phases, ça, c'est clairement important. Donc, quelles sont les grandes étapes? On en a parlé. Capturer l'information, la nettoyer, lire la documentation et l'interpréter. Là, c'est vraiment un travail conjoint pour interpréter les documents et dire, bon, est-ce que ça, c'est un document que tu trouves qui est valable? Si oui, on va aller revoir s'il n'y en a pas d'autres qui sont similaires à ces documents-là. Il peut arriver aussi qu'en plein milieu de l'enquête, on doit chercher d'autres sources d'informations. Donc, dans un cas financier, des fois, les courriels, c'est une chose, mais des fois, il faut aller chercher une extraction des registres comptables. Donc, aller chercher des extractions de certains champs des services comptables pour aller voir au niveau des coûts, exemple, dans le cas qui nous intéresse, d'aller voir s'il n'y a pas eu des paiements qui ont été faits, comment on les a enregistrés dans les registres comptables, parce que ça va être une preuve. Donc, ça aussi, c'est un autre type d'information à aller chercher, mais c'est plus une extraction financière. Et là, ça prend des outils technologiques et ce qu'on appelle des data scientists, des gens qui sont capables de regarder la documentation et de voir comment ça a été capturé dans les registres comptables. Donc, on parle vraiment d'autres types d'expertise, mais ça peut arriver comme support à l'enquête. Essentiel, parce qu'en effet, comme je dis au départ, c'est une chasse c'est pas une chasse à paperasse, c'est une chasse de l'argent, chase the money, follow the money. Et donc, on ne sait jamais, ça peut être simple, on croit que l'argent a été payé ou le bénéfice a été payé à un tel ou tel fonctionnaire ou politicien, mais la route que les fonds ont pris peut être très compliquée et peut être multiple. Donc, cet aspect-là, de faire de la recherche des paiements et des comptes de la compagnie prend des expertises particulières et peut être très, très compliqué. Maintenant, passons un peu au côté international avec les défis légaux. Dès qu'on parle de plusieurs compétences, le Canada et les États-Unis au niveau international sont assez simples. D'abord, on reconnaît le secret professionnel, ce qu'on appelle privilege. Nos systèmes de droit, même en Québec, en droit public, c'est un système common law. Donc, les communications entre clients-avocats et les communications avec le jury comptable engagé par l'avocat, pas par la société, mais par l'avocat, sont privilégiées. Ça ne veut pas dire que les preuves, les données ne sont pas privilégiées, les données sont indépendantes. Mais ce qu'on fait avec les analyses, nos rapports, nos opinions, nos conseils, etc., sont tous privilégiés et confidentiels. Privilège, d'abord, il faut comprendre, c'est pas la même chose que la confidentialité. Dans tous les pays, même les pays de droit civil en Europe, qui ne reconnaissent pas la notion de privilège, le secret professionnel est bien compris et respecté. Mais le secret professionnel, c'est justement ça. L'avocat ne peut pas être forcé de dévoiler ce qu'il a dit au client, ce qu'il a entendu du client. Le privilège, c'est une règle de preuve. Ça veut dire si un document ou une discussion est privilégiée, une personne ne peut pas être contrainte de divulguer. Et même s'il le divulgue, elle ne peut pas être admise comme preuve dans un procès, éventuellement. Donc, ce n'est pas admissible. Donc, il y a une double protection, confidentialité, mais ce n'est plus admissible si c'est privilégié. Donc, c'est très important. Maintenant, certains pays, le Brésil, dans ce cas-là, heureusement, reconnaît le privilège. Oui. Alors, on a évité le problème. Mais si on va en France, ce n'est pas reconnu.
Le secret professionnel est reconnu, mais pas le privilège. Donc c'est un peu compliqué. Si on passe à d'autres pays dans l'Amérique latine, c'est la même chose. Un autre aspect qui est aussi terriblement compliqué, encore une fois, heureusement, on aurait pu prendre un autre exemple, comme la Chine, où ça devient encore plus compliqué, ou la Belgique, qui est pour des raisons, ou la Russie. Mais prenons la question de la collecte des données électroniques. Pour le Brésil, en principe, une compagnie brésilienne a le droit d'exporter les données électroniques qu'elle retire de les comptes email, etc., des employés. Il y a une loi qui est, je crois, elle est devant, je suis presque sûr, elle était devant le Congrès brésilien au début de l'année. Je ne crois pas qu'elle était passée, sinon j'aurais entendu jusqu'à maintenant. Mais qui va changer ça un peu et va imposer des règles de réciprocité, etc. C'est un peu ce qu'on voit à travers le monde avec le Data Protection Legislation, les lois sur la protection des données électroniques. Mais dans certains pays, comme par exemple la Belgique, la protection des données personnelles, y compris les emails, les courriels des employés, est protégée d'une façon effectivement finale. Oui, comment? Ben, en France aussi. En France, oui et non. En France, c'est un peu différent. Si on fait une enquête en France, je suis allé en France avec une des Big Four sociétés de comptabilité comptable, et on peut regarder les données là-bas, mais on ne peut pas les exporter. Donc ça complique les affaires avec l'exportation des données. Exact. Donc il faut trouver, et on a d'autres pays comme la Chine, où une enquête par des étrangers est prohibée et sujette à des... Il faut les faire là-bas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est simple, je cherche des avocats chinois, et je cherche les collègues, les jurys comptables, le KPMG à Pékin ou à Shanghai. Mais là, on a des complications, surtout avec les avocats chinois, parce que les avocats chinois sont, par définition, avec du serment d'emploi, sont des agents de l'État. Alors, quelle protection est-ce que j'aurai là, à ce moment-là? Donc, ça pose... Le Brésil est un peu moins problématique, mais on se pose, il faut au départ, si je n'ai jamais fait une enquête au Brésil, je me pose toutes ces questions. Exact. En fait, même chose en Russie, même si on voulait prendre des copies miroirs en Russie, les admissions d'une problématique, donc il faut absolument les faire sur place. Et ça, c'est des contraintes qu'on doit vivre avec. Donc, dès le début, savoir quel est le cadre légal, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire des copies miroirs des ordinateurs, il faut demander le consentement des employés, parce que dans certains pays, il faut demander le consentement des employés. Qu'est-ce que je fais avec les téléphones cellulaires qui appartiennent à l'individu? Est-ce que je peux même les contempler, les regarder? Et ici, on a aussi une problématique d'ordinateurs portables. Donc, ici, il faut que je récupère les ordinateurs également. Je parle d'employés qui ont quitté l'entreprise. Est-ce que je peux récupérer de l'information, soit sur les serveurs de courriel ou les bandes de sauvegarde? Il y a un aspect légal fort important et c'est pour ça que Milos le disait bien au début. Non seulement ça prend des avocats au Canada, probablement aux États-Unis dans ce cas-ci parce qu'on a l'endettement américain, mais clairement dans le pays en question parce qu'on a des problématiques de faire les copies, d'aller chercher l'information. Maintenant, tout pendant cette enquête-là, on se pose plusieurs questions parce qu'éventuellement, comme je dis, il faut planifier et considérer au moins les options à la fin. Est-ce qu'on va faire une divulgation? Est-ce qu'on ne fait pas de divulgation? Si on fait une divulgation, on fait ces divulgations à quelles autorités? Il y a, comme je dis au départ, dans cette hypothèse, on a les autorités brésiliennes, on a les autorités canadiennes, comme c'est une compagnie canadienne, on a le loi sur la corruption internationale ici, et puis les autorités américaines, au moins. Il peut en avoir plusieurs. Et là, il faut comprendre un peu, si on fait une divulgation, toutes ces autorités-là vont nous demander comment avez-vous répondu aux conclusions de l'enquête. Vous avez trouvé des malfaçons, vous avez trouvé des paiements illicites, etc., etc. Les gens, est-ce qu'ils sont toujours employés? Ben là, ça devient un peu compliqué parce que les lois brésiliennes, les lois d'emploi, ne sont pas terriblement favorables à l'employeur. Et ça peut arriver même au Canada qu'on a des contraintes de congédier, de ne pas pouvoir congédier quelqu'un qui a commis des infractions pénales. Je vous donne des exemples. Je ne mentionne pas le client, mais c'est un client pour lequel j'ai fait une enquête. Dans ce cas-là, c'était de la corruption, mais ce n'était pas de la corruption internationale, c'était domestique. Ils ont payé des pots de vin à l'agent d'acquisition, de purchasing manager, d'un des plus gros clients. Et enfin, ce qui est arrivé, c'est on a trouvé que c'était bien fait, etc. On a congédié le responsable qui a poursuivi la société, le client. Et bravo, il a gagné. Notre conseil, c'était de le payer. On n'allait pas faire une divulgation volontaire, donc il n'y avait pas une question de
you're giving him a reward for having did it. Mais il a poursuivi. Donc, le conseil d'un autre cabinet, le cabinet d'emploi, ah non, 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 il faut le poursuivre, c'est terrible, etc. Ils l'ont poursuivi, l'employé a gagné. Pourquoi est-ce qu'il a gagné? Un peu les mêmes raisons qu'au Brésil, on gagne souvent dans ces questions-là, c'est que l'employé dit que, ben, effectivement, j'ai suivi l'éthique. Pas dans ce cas-là, c'est de pas dire que le PDG était conscient que de ce qu'on faisait, mais le PDG, lui aussi, le code d'éthique, le code de conduite, c'est pas terriblement important. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne plusieurs preuves, éléments de preuve, où le PDG a dit « I don't care about the code of conduct. Tone from the top. » Souvenons-nous de ça un peu. OK? Et là, la compagnie s'est fait condamner avec un jugement de, disons, 6 chiffres pour avoir essayé de congédier une personne qui a commis une infraction pénale au Canada. C'est ridicule, mais c'est là le problème. La même chose au Brésil. Donc, si on trouve les employés au Brésil, la loi brésilienne les protège. Et c'est la même chose en France aussi. Ouais. Il y a un autre élément important, évidemment, peut-être qu'on pourrait conclure là-dessus, mais il y a un élément important, c'est qu'est-ce que la compagnie a mis en place comme mécanisme pour former ses employés vis-à-vis la corruption dans les pays étrangers, etc. C'est un élément important parce que ça va être un bon moyen de défense pour ces entreprises-là, avant qu'on parle de divulgation. Parce que si c'est ce qu'on appelle un rogue employee qui a fait quelque chose, malgré qu'il a été bien formé à plusieurs reprises, qui connaissait les limites au niveau du code d'éthique, etc., puis il a décidé quand même de le faire pour son avancement personnel, bien, il y a une défense pour la compagnie. Mais si on voit qu'il n'y a pas de formation, le code d'éthique n'est pas suivi, etc., là, il va y avoir d'autres répercussions importantes. Je vois l'heure. On est presque à la fin, oui ou non? 2 minutes, ah bien, voilà. Alors, veux-tu lire les conclusions? Oui, mais avant les conclusions, je pense qu'on demande si on peut prendre 2 minutes. Oui. Des questions. Est-ce qu'il y a des questions? On vous a endormi, hein, évidemment. Vous cherchez une pause café rapidement. Avez-vous déjà subi des situations comme celle-là? Ou avez-vous déjà eu des problématiques face à une enquête dans un autre pays, etc., que vous voulez qu'on regarde, qu'on discute, ou des situations particulières? Non, je pense que c'est la pause café. C'est la pause café. Donc, peut-être la clé, je pense que si on résume le tout, c'est sûr que ça prend des expertises pointues. C'est vraiment un travail, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, puis avec Milos, on a vraiment eu un cas particulier. Il faut vraiment une collaboration, je dirais, journalière. Surtout au début, le planning, tout ce qui est planification est la clé. Il faut bien le planifier, il faut savoir qui on a besoin, à quel moment, où sont les documents. Donc, je dirais, les premières semaines, les premières heures sont clés. Et vraiment, c'est un travail d'équipe extraordinaire au début. Et par la suite, on fait des suivis à tous les jours. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Où on va? Est-ce qu'on ajuste? Parce qu'une enquête, ça veut dire aussi, il faut s'ajuster. Parce qu'au début, on peut avoir une planification X, puis finalement, on s'aperçoit que non, faut l'ajuster, il faut la bouger, l'expertise. Il faut également respecter les expertises de chacun. Moi, je ne suis pas avocat de formation, je ne suis pas un spécialiste en technologie, c'est un jury comptable. Et chacun a ses expertises qui vont amener à la table. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Et évidemment, le plan, il faut être vraiment agile. Il faut être capable de dire, bon, on pensait que c'était là qu'il fallait chercher l'information. Finalement, c'est pas là, il faut aller ailleurs. Et là, on ajuste l'équipe d'enquête. Parce qu'il faut agir. La clé, c'est agir rapidement. Capter l'information rapidement et revenir. Le client, il s'attend à avoir de l'information facilement la première semaine. Si ce n'est pas 2 premières semaines, en espérant que tout va se régler rapidement. Donc, peut-être, Milos, tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est tout. On est à la fin. Puis, s'il y a des questions, s'il vous plaît, sinon, on peut nous parler après. Merci. Merci beaucoup. Oui, une question? Ça peut dépendre. On peut les faire. On a sauté un peu les entrevues. Et dommage, avec la 45 minutes, on peut faire seulement certaines choses. Mais les entrevues, éventuellement, quand on a tous les données électroniques, les données papier, on commence à voir l'histoire. Les entrevues sont essentielles. Mais le problème, c'est là, il y a des employés qu'on veut voir au départ, parce qu'on a besoin la cueillette. C'est de la cueillette. On a besoin de leur aide pour déterminer qui seront les employés qu'on va rechercher. Donc, la liste des custodians va s'élargir. Donc, il y a des employés qu'on va interviewer plus tôt. Ouais. Il y a d'autres employés qu'on veut attendre jusqu'à la fin. On veut vraiment les encadrer complètement. On ne veut pas divulguer ce qu'on sait au départ. Il y a d'autres gens, d'autres personnels, que ce soit des anciens employés qu'on veut interviewer, et des tiers souvent. Donc, ça soulève plusieurs complications, surtout avec les anciens et les tiers. Et finalement, il y a la question de représentation judiciaire. Et souvent, ce qu'on fait, c'est une question qu'on débat avec le client, je veux dire débat parce qu'il y a des implications financières, mais souvent, la personne ne va pas nous parler si elle n'est pas représentée. Et elle ne veut pas
elle ne veut pas dépenser ses propres frais pour un avocat pour faciliter une enquête de l'ancien employeur ou de l'employeur actuel. Donc, vous connaissez l'expression caution, c'est quoi en français caution? C'est prudence. Prudence, voilà ce qu'on dit au départ. Ouais. Une précaution, en effet, une prudence au départ. On dit au client que l'entrevue est privilégiée, confidentielle. Nous sommes des avocats du client de la compagnie. Nous ne sommes pas vos avocats. Si à un moment donné, etc., vous avez des inquiétudes, vous pouvez consulter votre avocat. Une des décisions qu'on va faire, en discutant avec le client au départ, c'est si la compagnie est prête à engager un avocat à ses propres frais pour l'employé, ou le tiers, ou l'ancien employé. Pourquoi? Parce que la compagnie veut faire l'enquête, compléter l'enquête, avoir les renseignements, mais si le personnel ne va pas coopérer parce qu'ils ont peur, même s'ils ne sont pas responsables au niveau juridique, ils ont peur, ils ne savent pas, ce ne sont pas des spécialistes, ce ne sont pas des avocats, ils n'ont pas l'argent pour engager un avocat. Donc, on va essayer de faciliter des fois en recommandant aux clients d'engager un avocat indépendant. Donc, c'est tout un débat qui va avoir lieu, et le moment où le client sera, où le personnel sera, où les tiers seront entrevus, ça dépend. Ouais. Mais c'est clair qu'il y a des entrevues qu'on appelle cueillettes d'informations. Donc, des gens qui nous disent où on devrait aller chercher l'information. Donc, on les a au début. Mais quand on fait, je dirais, les entrevues de gens qui sont peut-être suspectés ou impliqués de près, c'est plus vers la fin. Effectivement. Autre question? Merci beaucoup. Merci.